Bienvenue à la question d'info. Alors, à 2 mois de l'élection présidentielle, la guerre des gauches peut-elle encore être évitée? En tout cas, Marine Le Pen monte et tout le monde regarde ailleurs. Le candidat PS a-t-il les moyens de se qualifier pour le second tour? Et c'est justement Benoît Hamon qui est l'invité aujourd'hui de Question d'info. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Hamon, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Monsieur Hamon. Bonjour. Depuis votre victoire à la primaire, vous vous êtes démené pour faire l'union de la gauche, pour parler à Jean-Luc Mélenchon, pour tendre la main à Yannick Jadot. Avec Jean-Luc Mélenchon, ça ne fonctionne pas. Avec Yannick Jadot, ça traîne encore un peu, mais ça aboutira peut-être. Et sur le flanc écolo, pas de chance. Ce matin, François de Rugy, qui était candidat à la primaire contre vous, rallie Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas un coup dur pour vous? Mais pas vraiment. En tout cas, je n'attendais pas spécialement le soutien de François de Rugy. Ah bon? Non, il avait promis. Ah bah ça, c'est à lui de. Tous les candidats s'étaient engagés à dire oui, voilà. je soutiendrai le vainqueur de la primaire. Lui de s'arranger avec la parole qu'il avait donnée devant des millions de téléspectateurs. Mais ça veut dire que vous dites ouf, il me soutient pas? Non, je dis pas ouf, il ne me soutient pas. Pour un écologiste, je comprends. Je vois pas bien la cohérence qui consiste à rallier Emmanuel Macron sur le fond et notamment sur le fond du projet écologiste. Parce qu'il n'est pas assez écolo. Ah, je pense qu'il a partie liée avec beaucoup d'intérêts industriels, oui, Emmanuel Macron. Et je pense que les choix politiques qu'il fera demain sur la question de la transition énergétique, la capacité qu'il aura ou pas, ou le désir qu'il a ou pas d'entraîner l'industrie automobile à faire le choix de la motorisation électrique plutôt que du diesel, sur la capacité qu'il aura à résister à un certain nombre de grands lobbies chimiques, pétroliers, pharmaceutiques, pour éviter le développement des perturbateurs endocriniens. Je considère aujourd'hui que oui, Emmanuel Macron n'a pas la colonne vertébrale ni la volonté. Mais alors, comment vous expliquez? Non, mais je termine d'abord. Oui. La colonne vertébrale ni la volonté d'avancer sur ces questions-là. Et si François de Rugy le rallie, oui, je pense que ça n'est pas en raison du projet écologique d'Emmanuel Macron, c'est peut-être en raison des choix libéraux économiques dans lesquels se reconnaît. Alors on reparlera bien entendu. Donc brebis égaré. Oui. Non, mais j'ai pas de commentaire à faire après davantage là-dessus. Pour moi, le projet politique qui est le mien est écologiste et personne n'en doute. Mais on vous sent soulagé de cette... Non, pas soulagé, je vous assure. Moi, je suis pour... Tout le monde est bienvenu. Moi, alors vraiment, je ne serai pas dans la brutalité, l'agressivité. Vous avez vu, je ne pose pas de ligne rouge dans cette campagne. J'essaye de continuer à adresser le projet qui était le mien dans les primaires. C'est pour ça que je n'en ai pas changé. On aura l'occasion de reparler d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Mais maintenant, en ce qui concerne les écologistes, on va dire canal historique. Yannick Jadot, revenons à lui. Est-ce que qu'est-ce qui cloche encore? Est-ce que votre calendrier précis sur la sortie du nucléaire, c'est quoi? Et au niveau de la dose de proportionnel, c'est pour quand pour vous? C'est 2017? C'est pas une affaire de 15% de proportionnel, 20% de proportionnel. D'abord, la décision que pourraient prendre les écologistes n'est pas une petite décision, ce serait la première fois, depuis très longtemps, que l'écologie politique se reconnaîtrait dans un autre candidat dont elle dirait il est le candidat écologiste à nos yeux. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'ils sont aussi faibles dans l'opinion, 1% à peine. Oui, mais ils ont connu des candidatures qui faisaient entre 1 et 2%. Je pense que la réalité de la grande victoire des écologistes aujourd'hui, c'est que l'écologie politique est portée par bien d'autres que par eux, et c'est leur grande victoire. Le paradoxe, c'est qu'au moment où ils enregistrent cette victoire, par la place qu'occupe l'écologie dans les programmes politiques et la préservation de l'environnement, ils ne sont peut-être pas les mieux placés pour le défendre. C'est pas encore fait, alors qu'est-ce qui bloque, oui, effectivement? Mais nous sommes dans des discussions qui portent sur finalement le nouveau paradigme que je souhaite incarner et dans lequel ils se reconnaissent. C'est le nouveau modèle de développement, le rapport au travail, la question démocratique et du pouvoir dans l'entreprise et dans les institutions, qui est une question clé. Cette 6e République, quel contenu lui donnons-nous? Parce que beaucoup de ceux qui sont sur la ligne de départ à cette élection présidentielle sont favorables à un changement profond des institutions et une 6e République. Qu'en faut-il dire? Quel est le rôle du président de la République? Quel sera le rôle du Parlement? Comment fabriquera-t-on la loi? Quelles sont les capacités des citoyens à intervenir? Et nous parlons, moi je l'ai déjà dit, je suis favorable à ce que le Parlement demain et l'Assemblée nationale soient élus selon une formule qui, à la fois, permette de garantir une majorité stable et qui soit représentative de la diversité de la société politique. Non, il pourrait y avoir, on pourrait imaginer une proportionnelle avec prime majoritaire. On a déjà cela pour les élections régionales ou municipales. On peut imaginer une dose de proportionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un collège qui soit élu à la proportionnelle quand un autre collège le serait au scrutin majoritaire. Ma préférence va à la première hypothèse. Je pense qu'il ne faut qu'un seul collège et je préfère un scrutin majoritaire avec prime, un scrutin proportionnel avec prime majoritaire
que 2 collèges qui pour n'auraient pas la même 2022 ou légitimité. pour 2017? Ce sera le point que nous discuterons, qui est de savoir si la réforme de la Constitution s'applique en cours de quinquennat ou il s'applique en 2022. Ma préférence aujourd'hui et que la réforme constitutionnelle s'applique avant la fin du quinquennat. Mais ça veut dire de quelle manière? Ça veut dire dissolution de l'Assemblée? Ça veut dire qu'il y aura, dès lors qu'il y aura une adoption d'une nouvelle constitution et que cette constitution sera adoptée, il y aura donc de nouvelles élections. De nouvelles élections, ça veut dire que vous... Donc avant la fin du dissolution de quinquennat. l'Assemblée, Avant la fin du nouvelles quinquennat. élections. Donc 2 législatives en 2017? Non. Non, pas en 2017. J'ai dit avant la fin du quinquennat. Avant Alors, 2022. comment se fait une nouvelle constitution? Soit on décide de réunir Pour que une les gens constituante, comprennent mais justement, je vais vous donner l'explication pour que tout le monde comprenne bien. S'il y a une nouvelle constitution, cette constitution s'applique, en gros, les nouvelles règles s'appliquent-elles au terme du quinquennat qui serait le mien, c'est-à-dire et surtout au terme du nouveau mandat de l'Assemblée législative, ou mettons en place un processus constituant. Moi, j'ai parlé de conférences citoyennes qui associerait à la fois les parlementaires, des forces vives de la nation et, le cas échéant, des assemblées de citoyens tirés au sort. Et au terme de ce processus qui bâtit la Constitution, moi, je souhaite qu'on puisse avoir immédiatement l'élection d'un nouveau parlement élu avec la légitimité qui sera ça veut dire une constitution validée par référendum, évidemment. Les députés élus en 2017 le seront pour un mandat beaucoup plus court. Mais qui n'est pas obligatoirement un mandat de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Nous verrons le temps que nous nous donnerons pour élaborer cette nouvelle constitution. Elle ne concerne pas juste le changement de mécano institutionnel. Moi, je souhaite par exemple l'intégration dans la nouvelle constitution, par exemple, des biens communs, parce que je pense qu'il faut regarder aujourd'hui ce que nous devons protéger, et par exemple le droit à un air de qualité, le droit à boire une eau de qualité. Oui, ça va être un travail qui va être un travail long, mais oui, je souhaite que cela puisse être mis en œuvre avant la fin du quinquennat. Avec une conséquence, il n'y aurait plus de concomitance entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Ça pourrait être... ça résolverait un problème dont tout le monde parle aujourd'hui. Françoise. Autre dossier lourd, c'est le nucléaire. Est-ce que vous avez une date précise pour la sortie du nucléaire en France? Écoutez, moi, je voudrais raisonner sur des dates raisonnable à partir du moment où nous avons des réacteurs qui vont arriver en fin de vie, qu'on a une durée de vie des réacteurs autour de 40 ans, que à partir de là on peut construire un scénario progressif de sortie du nucléaire et qui soit une sortie intégrale du nucléaire, dont je pense qu'elle ne pourra pas intervenir avant 2050. Progressivement mettre en œuvre les fermetures de réacteurs nucléaires, et donc je souhaite que, et c'est un point important, que là où on ferme un réacteur nucléaire et donc que l'on diminue les capacités de production électrique, elles soient intégralement compensées par les énergies renouvelables, que nous ne nous retrouvions pas dans une situation de dépendance énergétique vis-à-vis des fournisseurs d'électricité ailleurs, et que nous nous préoccupions de quoi? Des créations d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables, des destructions d'emplois dans le secteur du nucléaire et l'assurance qu'il y aura des plans de reconversion qui garantissent à ceux qui travaillent dans le nucléaire qu'ils travailleront bien toujours, ou à la fois dans le secteur énergétique, ou le cas échéant dans ce qui pourrait être le démantèlement des centrales. Mais également, le point qui m'intéresse, c'est le prix de l'énergie et le prix de l'électricité, dont je souhaite qu'il puisse être maintenu à des niveaux qui sont des niveaux aujourd'hui pour les Français acceptables. Donc on a là un calendrier qui est un calendrier qui peut d'ores et déjà nous amener à dire qu'en 2025, on pourra avoir réduit la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50%, et que dans les 25 années qui suivent, nous poursuivrons la fermeture des réacteurs qui arrivent en fin de vie. Je souhaite aussi, c'est un point important, que EDF, qui est aujourd'hui notre champion énergétique et industriel, voit sa politique et sa stratégie évidemment mise au service des objectifs politiques qui seront ceux de la transition énergétique. Et donc je souhaite que l'effort en matière d'investissement porte sur le renouvelable et non plus sur le nucléaire. On poursuit sur le nucléaire avec une question de Françoise. Sur le nucléaire militaire, qu'est-ce que vous faites? C'est une différence que j'ai avec là pour le coup les écologistes. Moi je souhaite que nous conservions évidemment non seulement notre arsenal nucléaire, mais qu'il soit modernisé. La France a signé des traités internationaux en matière de non-prolifération, je le sais, mais je considère aujourd'hui qu'il serait irresponsable de prendre l'initiative de réduire le nombre de têtes nucléaires en France à un moment où l'instabilité née de l'élection de Donald Trump et l'instabilité née des nouvelles prétentions russes crée une forme d'insécurité autour de la défense européenne. Les discussions soient différentes ou pas? Non, je ne le crois pas. Je l'ai dit depuis le début à mes partenaires. Moi, je souhaite que nous conservions une capacité de dissuasion nucléaire, et une dissuasion nucléaire efficace, robuste et redoutée comme telle. Pourquoi? Parce que si demain nous devons proposer aux Européens
de bâtir la défense européenne parce que les Américains se désengagent. Il faut pouvoir s'appuyer sur un outil de défense complet. Et cet outil de défense complet, c'est quoi? Des forces conventionnelles, des forces navales, des forces conventionnelles terrestres, donc navales, aériennes, et qui ont en plus s'adossent à une dissuasion nucléaire avec une double composante aérienne et navale. Et donc moi, je souhaite préserver toutes les capacités opérationnelles. Alors on poursuit, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Yael Gauz. L'un des chantiers empoisonnés du quinquennat, c'était celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous faites quoi avec cet aéroport précisément? Il y a eu un référendum local, vous vous souvenez? Le nom, l'aéroport a été validé par ce référendum. Vous êtes partisan d'un référendum citoyen, d'un 49.3 citoyen qui consiste à consulter les Français pour prendre des décisions de ce genre. Là, le référendum local a eu lieu. Vous dites qu'il est caduc, ce référendum? Non, je ne pense pas que le référendum soit caduc. C'est incontestablement une pièce versée au dossier. Il y a une majorité d'habitants de la Loire-Atlantique qui se sont prononcés, qui étaient favorables au maintien à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Moi, il y a une élection présidentielle. Il va y avoir un candidat qui va demander aux Français de lui donner leur confiance sur un mandat. Moi, ce que je souhaite, c'est engager la conversion écologique de notre économie. Quels sont les objectifs des élus locaux? Continuer le développement de la Loire-Atlantique, des Pays de Loire, je le comprends parfaitement, et avoir une politique de développement du logement, de l'immobilier, qui reste compatible par ailleurs avec les grands enjeux environnementaux. Cet engagement-là, on peut continuer à y réfléchir et voir de quelle façon ces objectifs-là peuvent être poursuivis, mais pas à Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, d'un mot, soit je vais au bout de mon raisonnement, soit je n'y vais pas. Il y a des enjeux en matière de biodiversité, il y a des enjeux portés d'ailleurs par le ministère de l'Environnement. Je le rappelle, à quoi cela sert-il d'avoir un ministère de l'Environnement et des études si ces études ne sont pas respectées? Je pense que aujourd'hui nous avons là un point de crispation qui justifie que l'on sorte de ce dossier par le haut. Je souhaite l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes sur ce site, ce qui ne veut pas dire que nous dirons aux élus rangez tous vos projets en matière d'aménagement du territoire, en matière de développement. Nous en discuterons avec eux, mais je considère aujourd'hui que, en tout cas, je sais même pas que je considère. Pas d'aéroport à Nantes. Que si, non, pas, il y a déjà un aéroport. Oui, mais pas de mais pas à Notre-Dame-des-Landes. On poursuit. Parce qu'il y a un autre. Mais je l'ai déjà dit. Pardon, de ne pas me contredire entre deux élections. Le mariage avec Jadot va arriver. Est-ce que, donc, la corbeille de la mariée, c'est quand même important. Il vous réclame 60 circonscriptions. Est-ce que vous êtes prêt à ce geste? Et le cas Cécile Duflot, c'est quand même très important. Je n'ai jamais eu de la part de Yannick Jadot une demande. En tout cas, il les réclame au PS. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ça, c'est un travail qui va se faire avec le Parti socialiste. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, je souhaite que demain, évidemment, les écologistes aient une place importante dans la majorité présidentielle qui sera la mienne. Si nous sommes majoritaires, je souhaite qu'ils puissent disposer d'un groupe, par exemple. Et je le dis ici. Un groupe, c'est un peu. Non mais d'accord, mais c'est ce qui permet de fonctionner. Et aujourd'hui, ils n'en ont plus. Donc première chose. Et la seconde, c'est que je le redis, je m'appuierai moi sur une majorité présidentielle dont je souhaite qu'elle soit représentative du gouvernement aussi, que je veux défendre. Et dans mon gouvernement, il y aura, et je souhaite qu'il y ait toutes les sensibilités. Alors une question. Les Verts, c'est aussi les élections législatives avec les Verts, c'est aussi une circonscription éventuellement gagnable pour Cécile Duflot. Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, elle est députée sortante dans une circonscription. Oui, je souhaite qu'elle soit naturellement députée dans le futur Parlement. On verra avec elle et on discutera des conditions dans lesquelles ça peut l'être. Mais c'est pas une discussion. Écoutez, excusez-moi, moi comme candidat à la présidentielle, je vais avoir. Moi, je souhaite qu'elle soit députée, évidemment. Donc Anne Hidalgo veut pas qu'elle soit députée à Paris. On parle de 2 circonscriptions possibles pour elle en Île-de-France. Celle de Laurent Catala dans le Val-de-Marne. Je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une discussion que moi je. Mais vous souhaitez qu'elle soit députée? Je souhaite qu'elle soit députée, évidemment. On poursuit. Françoise Fressoz. Si on vous comprend bien, vous pensez qu'il y aura un accord avec Yannick Jadot? Vous êtes très optimiste là-dessus. Je travaille et je pense que je suis confiant. Oui, je souhaite en tout cas pouvoir incarner ce mouvement de convergence entre deux traditions, deux cultures de la gauche, l'écologie politique et la tradition et la culture que j'incarne. En cas d'accord avec Yannick Jadot, est-ce qu'il faudra qu'il y ait un porte-parole du candidat Hamon qui soit issu des Verts? Mais ça, ce sont des détails. Il y aura probablement à ce moment-là un porte-parole, mais il y aura bien plus que ça, parce que ça veut dire bien davantage que cela. Est-ce que avec Jean-Luc Mélenchon, les ponts sont complètement coupés, ou est-ce que vous avez encore il fallait faire un lapsus. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir? On entend les communistes qui font pression, Yannick Jadot aussi. Est-ce que ça peut encore évoluer ou c'est fini? Écoutez, moi je veux essayer d'incarner une gauche optimiste, positive, inscrite dans une
aspiration profonde à la transformation sociale et en même temps qui inscrit le destin de la France au cœur de l'Europe et au cœur de la Méditerranée. Je l'ai dit, moi, mon projet, il tourne le dos aux vieilles solutions et cela s'incarne dans des mesures qui sont extrêmement audacieuses sur le plan de la protection sociale, le revenu universel d'existence, très audacieux sur le plan de la conversion. J'y viens, mais sur de la conversion écologique de notre économie, aussi audacieux sur le plan européen, un traité de l'énergie, un nouveau traité budgétaire, c'est pas rien, et une nouvelle défense européenne. Ce projet-là, je le porterai. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent-ils s'y retrouver? Je crois beaucoup d'entre eux. Jean-Luc Mélenchon, le peut-il? Les communistes, par exemple. Mais pas que des communistes. Je crois que beaucoup d'électeurs de gauche ont envie que ce projet soit au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, je respecte son désir d'être candidat. C'est son histoire. Et maintenant. Sauf que ça peut vous faire perdre. Et vice versa. Mais ça, en l'occurrence, je peux pas. Obtenir de lui ce qu'il ne veut pas, et je ne le cherche pas. Vous dites mon gouvernement représentera toutes les sensibilités, donc il y aura des écologistes, le cas échéant, il y aura des communistes, je le souhaite, il y aura des radicaux, il y aura aussi des membres de la France Insoumise. Parmi les communistes, il y a des membres de la France Insoumise. Non, mais je veux dire, il y aura des mélanchonistes. Écoutez, moi je souhaite qu'il y ait tout le monde, mais je ne fermerai la porte à personne. Alors on poursuit sur le rassemblement à gauche, Yael Gauze. Oui, est-ce que la planche de salut pour vous, c'est pas la négociation directe avec Pierre Laurent et le Parti communiste, justement on va se faire une demi-heure de politique. C'est passionnant le niveau. Non, mais c'est important ce rassemblement. Vous niez les appareils. Honnêtement, c'est important pour vos rédactions, mais c'est absolument personne ne s'intéresse à ça. Sauf que c'est là-dessus que vous travaillez. C'est bien pour ça que ça fait une semaine que vous êtes avec Yannick Jadot en train de parlementer. Je ne parle pas. Moi, je parle de tous ceux. Auparavant, nous avons parlé de la question du nucléaire, la question du nucléaire militaire, la question posée par Françoise Fressoz, Notre-Dame-des-Landes, les grands projets aujourd'hui. Non, mais on dirait que vous êtes candidat et que vous n'êtes plus du tout concerné par les accords à venir à gauche. Je vous confirme, je parle au français et un peu moins à Yael Gauze. C'est pas une question de parler à un journaliste, c'est une question de parler aux appareils politiques qui représentent les communistes, la France Insoumise. Moi, je parle avec Pierre Laurent mais au-delà de cela, je suis pas dans une négociation de coin de table. On va vous poser la question autrement. Depuis que vous avez été investi, vous avez discuté avec Jean-Luc Mélenchon, avec le succès que l'on sait. Vous avez discuté avec Yannick Jadot, a priori il y aura un accord. Mais pendant ce temps-là... J'espère en tout cas. Oui, vous ne vous êtes pas occupé, a priori, c'est ce que disent vos camarades socialistes du Parti socialiste, et notamment ceux en hollandais, entre guillemets, qui attendent toujours un geste de votre part. Est-ce qu'il va avoir lieu ce geste? Écoutez, je suis le candidat qui a été choisi par les électeurs de la primaire. Par 60%. Bon, d'accord, mais moi je me le souvenir d'avoir soutenu François Hollande, alors avec lesquels que je ne défendais pas quand il a été candidat à la primaire. Mais qui est venu vous chercher aussi. Non, j'étais porte-parole du Parti socialiste, personne n'est venu me chercher, je n'ai pas eu de rôle particulier. Donc, moi je l'ai dit aux principaux acteurs de cette campagne, ils sont les bienvenus et dans le conseil politique que je constituerai, que je constitue dans ma campagne. Moi je veux incarner les solutions de la page qui vient et pas les recettes de la page qui s'est tournée et qui n'ont pas fonctionné. Libre à chacun de se sentir bien avec le projet politique que je porte. Ça n'est qu'une option que je porte. Et cette option, on la défend ou on ne la défend pas. Mais moi, je veux le dire, et l'essentiel des socialistes aujourd'hui me soutiennent et je m'en réjouis. Mais mon projet politique, il ne peut pas se résumer à une démarche qui consisterait à prendre toutes les fractions et sous-fractions du Parti socialiste et à leur faire une invitation à venir me soutenir sous la forme de postes de ceci ou de cela. Mais mon parti, c'est le Parti socialiste. J'en suis toujours membre. Dans la convention d'investiture, tous les socialistes, en tout cas, les socialistes étaient là. Et vous passez des jours avec Yannick Jadot à parlementer pour avoir un accord et vous ne vous occupez pas des vôtres. Mais de quoi vous parlez? Vous ne parlez je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai un siège de campagne avec des socialistes qui sont nombreux et qui travaillent. Mais moi, autant de vous dire très clairement, je ne perdrai pas l'honnêteté de ma campagne et la sincérité de ma campagne sur le fond et dans le projet que je défends en me livrant, comme nous venons de le faire depuis une demi-heure, et je regrette d'y participer d'ailleurs, à un exercice qui est un exercice de petite politique. Prenons un exemple très concret. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve dit « Vous ne pouvez pas gagner si vous ne reprenez pas à votre compte une partie du bilan ». Dans le JD des dimanches, vous tapez sur la politique de la ville, l'échec de François Hollande face aux banlieues. Non, je ne tape pas. Si vous avez lu ce que j'ai dit, on a l'impression qu'il y a une fracture. De François Hollande avec les banlieues. Une fracture qui se. Oui, mais vous regardez ce que j'ai dit. Vous considérez-vous aujourd'hui que les banlieues vont mieux qu'elles n'allaient il y a 10 ans? Benoît, combien l'État investit-il à Trappes? Combien l'État a-t-il investi en rénovation urbaine à Trappes? Mais je le sais bien qu'il a investi. Heureusement que j'étais là pour qu'il investisse aussi. Au passage. Non, pas non. Donc on précise que c'est votre. Non, mais c'est l'ANRU. Et l'argent. Non, mais alors
parlons de sujets sérieux. Oui, la rénovation urbaine a rendu des services au quartier et elle en rendra encore. Mais le sujet aujourd'hui, c'est le tissu associatif, c'est l'emploi, c'est la possibilité d'entreprendre, ce sont les liens police-population, c'est l'absence aujourd'hui de politique, en tout cas de médiateurs dans nos quartiers. Tous ces sujets-là sont des sujets importants. Et c'est pas parce que vous avez des murs et des logements qui sont de meilleure qualité que pour autant vous allez éradiquer les inégalités, la pauvreté, la précarité et les discriminations. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est sur ce terrain-là que je veux là encore me tourner, parce que oui, il y a des éléments positifs dans ce bilan. Et regardez les éléments positifs, je l'ai dit 10 fois. Regardez ce que veut défaire la droite, et ça vous donnera l'indication de ce qui a bien fonctionné. Un exemple, le compte pénibilité qu'il faudra encore renforcer. La droite veut le remettre en cause. Dans la loi El Khomri, possibilité, non, pas dans la loi El Khomri, ça avait été adopté avant. Ouais. C'est dans le compte personnel d'activité, dans la loi El Khomri. Mais dans le compte pénibilité, c'est la possibilité pour quelqu'un qui a travaillé dur de partir plus tôt. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie est plus courte quand on a travaillé dur, et surtout l'espérance de vie, qu'on oublie de le dire, en bonne santé. Ça, alors, attendez, mais ça, je le renforce même. Je le renforce parce qu'aujourd'hui, il y a des pathologies, même psychiques, qui peuvent affecter votre santé. Là, aujourd'hui, dans le compte pénibilité, on va voir le travail posté, le travail de nuit, mais il y a des nouvelles formes de management dans les entreprises de services qui vous amènent aujourd'hui à être beaucoup plus vite broyés. Ben, je pense que, par le travail, qu'il faut pouvoir faciliter un départ plus précoce à la retraite quand on a été broyé par le travail. Politique de la ville. Donc, vous parlez de rendez-vous manqués de François Hollande dans les banlieues, et pourtant, à vos côtés, qui figure à vos côtés dans le cadre de cette campagne, c'est François Lamy, qui était ministre de la Ville et qui a assumé cette politique de la ville. Donc, ce rendez-vous manqué de François Hollande avec les banlieues. Mais c'est pas dans le rendez-vous manqué, je parle de quoi ? De la déception qui existe dans nos quartiers vis-à-vis de ce quinquennat. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas fait des investissements en matière de rénovation urbaine, qu'il n'y a pas eu un certain nombre de mesures comme la garantie jeune récemment, qu'il n'y a pas eu les politiques de réseau d'éducation prioritaire mis en œuvre par Najat Vallaud-Belkacem. Donc tout ça est là. Je constate quoi ? Que sur des questions symboliques, la lutte contre la discrimination, la déchéance de nationalité, là, une fracture s'est creusée. Je constate quoi ? Que sur les questions économiques et sociales, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pu inverser la courbe du chômage, là aussi la fracture s'est creusée. Donc je fais des bilans qui sont des bilans objectifs de la situation. Il y avait beaucoup d'espoir, cet espoir, hélas, mais j'en prends ma part. Cet espoir a été déçu, et ne pas le dire, ce serait être dans l'aveuglement. Moi je ne veux pas, je vais vous dire, j'en ai un peu assez de ces postures qui consistent à ne pas regarder la réalité qu'on a sous les yeux. C'est d'ailleurs une jolie phrase de Tocqueville qui dit que la réalité que les politiques ont le plus de mal à voir, c'est celle qui pourtant saute aux yeux et qui devant eux. Si nous étions en si bonne situation, peut-être ne serais-je pas candidat à l'élection présidentielle choisi par les électeurs aux primaires. Surtout pas vous accabler dans la politique aérie, comme vous disiez, mais par exemple certains de vos proches comme Pascal Cherki disent que face aux députés PS réformistes, c'est-à-dire les Valsis, etc., eh ben ils auront peut-être face à eux des amonistes, enfin des députés proches de vous. Est-ce que vous souscrivez à ces menaces ? Mais il n'y a pas de menace. C'est simplement que si des candidats ne veulent pas être dans ma majorité présidentielle, bon ben soit, je peux pas les y obliger. S'ils choisissent Emmanuel Macron plutôt que Benoît Hamon, je ne peux pas les y obliger. Mon projet, comment vous dire ? Moi, je propose une option. Je le redis, un projet politique. On peut l'étoffer, on peut l'enrichir. Il ne correspondra jamais à l'épure de ce que souhaite chacun des députés séparément. Mais nous sommes dans une aventure collective. Et ils y ont toute leur place. Mais maintenant, le temps des discussions, des gestes, je continuerai à en faire, mais moi je veux me tourner 100% vers les Français. Alors, je m'y consacrerai vis-à-vis des Français. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils attendent un peu plus que des déclarations d'amour, mais quelques preuves d'amour en politique. Et parmi ces preuves, je veux leur montrer que mon projet politique est de long terme et qu'ils s'intéressent à ce qu'ils vivent, pas à la société telle qu'elle fut et aux états d'âme de quelques-uns, au gouvernement, au groupe socialiste ou dans tous les autres groupes politiques. Une question d'Hidalgo et ensuite François Swessos. D'un mot, loi travail dans la primaire, vous disiez abrogation, vous dites encore abrogation aujourd'hui ? C'est marrant, hein, je le dis tous les jours, donc je vais redire ce que je disais hier, donc encore sur une antenne Europe 1, voilà, comme ça, ça sera dit, même si c'est pas partenaire de cette émission. Mais je dis... Caroline Dehaas, qui a été directrice de campagne de Cécile Dufaux pour la primaire ELV, qui a été aussi votre collaboratrice, votre attachée de presse, elle envisage de se présenter face à Myriam El Khomri dans le 18e arrondissement. Vous dites,
vas-y, ou il faut y Mais renoncer. Caroline, c'est Caroline. Et elle a raison, en tout cas, de défendre les idées qui sont les siennes. Après, moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc, on me demande, sur cette loi qui a été combattue par une majorité de Français. C'est le même sujet. Non, c'est pas le même sujet, une candidature dans le 18e arrondissement et la loi travail. Si. Pardon. Si vous affrontez c'est la la ministre ministre qui a incarné dans les médias, répondez. Parce que... Bon, vous me posez une question sur quoi? Sur les conditions de travail des Français ou sur les conséquences politiques que ça a dans une Ouais, mais circonscription? conséquences politiques. Non, c'est mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail des Français. Donc, je parle du travail des Français. Et le travail des Français, je pense qu'il est, en tout cas, qu'il est moins bien protégé quand on facilite par un simple accord d'entreprise la baisse du tarif des heures supplémentaires. Quand on facilite des procédures de licenciement dès lors qu'une entreprise peut démontrer qu'elle a un chiffre d'affaires en baisse. Je pense que quand on inverse la hiérarchie des normes, on ne protège pas bien les Français. Donc, j'abrogerai la loi travail, je lui substituerai une autre loi travail. Dans cette loi travail, je reprendrai, malgré tout, des progrès sur les droits et les pouvoirs qui sont donnés aux salariés dans les entreprises. Je reprendrai le compte personnel d'activité. Mais j'y mettrai quoi d'autre? La lutte contre la souffrance au travail, et notamment les pathologies psychiques, c'est le fameux burn-out. Les conditions dans lesquelles nous organiserons les contreparties aux baisses de cotisations sociales patronales sous la forme d'accords de réduction du temps de travail dans les branches ou dans les entreprises. Mais je veux avancer sur ces questions-là parce que le partage du travail me paraît être une question fondamentale à un moment où il risque de se raréfier en lien avec la révolution numérique. Sur le 18e arrondissement, candidate ou pas? Écoutez, moi, aujourd'hui, mais Caroline Dehaas, si elle veut être candidate, elle est candidate. C'est pas à moi de décider si elle est candidate ou pas. Moi, je ne m'intéresse pas. Non, mais vraiment, cette émission est une émission passionnante. Je ne parlerai que du travail. Et je ne m'intéresse qu'à ces questions-là. Et honnêtement, quand vous comprendrez que ce genre d'émissions, si par hasard elles sont regardées par des gens, désespèrent ceux qui les regardent quand on ne parle que de ça, et qu'on ne parle absolument pas de leurs conditions de travail, on se rendra compte qu'on a tous une responsabilité dans le fait que l'essentiel aujourd'hui des fonctionnaires de catégorie C veulent voter pour Marine Le Pen. Voilà. Vous parliez au début de démocratie dans l'entreprise. Est-ce que vous pourriez, par exemple, faire entrer des salariés dans les conseils d'administration des entreprises? Oui, et je pense que c'est une question clé. Je pense que la question clé aujourd'hui, c'est de donner du pouvoir aux salariés dans la petite, la moyenne et la grande entreprise. Le paradoxe d'ailleurs, et c'est en ce sens que les syndicats qui ont travaillé sur ces questions ont raison, c'est que dans la petite entreprise, là où vous êtes le plus proche de votre chef d'entreprise, du patron, c'est peut-être là où vous avez le moins de pouvoir, même si vous le connaissez. Pourquoi? Parce que les possibilités que vous avez de négocier vos droits sont pas les plus grandes. Et dans les grandes entreprises, où il faut encore améliorer les droits des salariés et leur représentation, vous êtes parfois mieux représenté, mieux défendu, même si sur les grandes décisions stratégiques des entreprises, là où vous appartenez à une multinationale, il faut donner encore plus de moyens et de pouvoir aux salariés. Donc il y aurait une loi pour ça? Ce sera la nouvelle loi travail. Et c'est là où et je reprendrai toute disposition. Alors là, je suis ouvert au dialogue avec la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CGC aussi. Toutes les propositions qui ont été mises sur la table, une partie d'entre elles ayant pu être discutées, trouver d'ailleurs un écho favorable. Mais moi, je suis très attaché à ce que finalement, la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'atelier. Alors, démocratie, c'est aussi le chiffrage des projets, notamment votre revenu universel. Une question de Yael Gauze. L'Institut Montaigne chiffre donc ce revenu universel à 349 milliards d'euros. C'est aussi le chiffrage que fait votre ami et soutien économiste Thomas Piketty. Là encore, vous maintenez la voilure. Mais on se souvient que j'ai dit que le revenu universel d'existence se ferait en plusieurs temps, par étapes. Que je m'engageais sur une première étape, parce que c'est celle qui me semble réalisable aujourd'hui en matière de transfert de richesse. C'est celle qui permettra l'automatisation de la distribution du RSA, qui s'appellera revenu universel d'existence aux personnes pauvres, qu'elle revalorisera ce RSA à 600 euros. Donc le revenu universel d'existence, quand il sera voté, aura un montant de 600 euros. Sera versé automatiquement à toute personne éligible au RSA et versé aux 18-25 ans. Objectif, c'est que les jeunes qui connaissent... Ça, c'est 40 milliards. C'est exactement 40 milliards d'euros. Et donc, je souhaite que nous puissions nous engager sur une mesure dont le coût est équivalent au CICE, au pacte de stabilité et de croissance. Donc, rien d'inaccessible sur le plan financier. La deuxième et la troisième étape nous amènent à réfléchir à la généralisation. Il faut-il passer directement à une généralisation immédiate ou faudra-t-il passer par une étape intermédiaire? Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous y travaillons et nous travaillons avec mes équipes et notamment avec Thomas Piketty. Donc, je me réjouis qu'il ait rejoint mon équipe, comme je me réjouis du soutien de Daniel Cohen. Je me réjouis du soutien solide de ces économistes robustes, respectés dans le monde entier. De 40 milliards, elle sera financée par
une suppression des allègements de charges pour les entreprises? Non. Moi, alors une partie des allègements de charges des entreprises, je vous l'ai dit, je souhaite qu'ils soient désormais conditionnés à une réduction du temps de travail et à des créations d'emplois. Sur le modèle de ce qu'avait fait d'Eurobien, où on avait là un mécanisme de partage du travail qui ne reposait pas sur une baisse de la durée légale, mais sur un mécanisme incitatif à la négociation en entreprise ou à la négociation dans les branches, en contrepartie de baisse significative de cotisations sociales patronales. Nous pouvons financer, et nous... je rendrai public les mesures de financement de la première tranche, la première tranche du revenu universel d'existence de beaucoup de manières, ou par une réforme de la fiscalité et notamment une nouvelle fiscalité sur le patrimoine. Les principales inégalités en France ne sont pas les inégalités de revenus, mais les inégalités de patrimoine. Là encore, moi, j'ai dit très tôt. Augmenter l'impôt sur la fortune, par exemple? Non, je pense qu'il faut un impôt sur le patrimoine unique. Je pense qu'il faut fusionner aujourd'hui la fiscalité sur le patrimoine, n'en faire qu'un seul impôt. Une des pistes, c'est de créer un impôt net, un impôt unique sur les actifs nets, qui pourrait d'ailleurs être lui-même progressif, et ce sera le moyen de dégager un rendement supplémentaire à l'impôt sur le patrimoine. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une taxe foncière qui repose sur les actifs bruts. C'est injuste, notamment pour les jeunes ménages. Vous l'avez compris. Ce cadrage fiscal, vous le dévoilerez quand? Emmanuel Macron le fait vendredi. Vous, c'est quand votre cadrage budgétaire? Vendredi en 8, Écoutez, moi je ferai des propositions au fur et à mesure. En face de chaque mesure que je proposerai, vous aurez les financements. Et on aura le projet global quand? Moi je vais probablement ne pas faire ce que d'autres font. Je vais continuer à avancer brique par brique, et vous aurez au terme de l'exercice le projet complet. Il sera mais vous l'aurez dans un document qui sera un document unique qui rassemblera mes propositions et sur le plan et numérique et papier. Mais je souhaite avancer thème par thème sur les grandes questions qui sont celles que j'ai commencé à adresser pendant la primaire. Mais j'irai sur le terrain de la politique étrangère, j'irai sur le terrain de la fonction publique et des services publics, et parce que je crois que nous avons là une question absolument clé. J'irai évidemment sur les questions écologiques, mais là, alors on poursuit. Ou sur la question du travail. Politique étrangère, mondialisation. Le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et la France, plusieurs députés vont saisir le Conseil parmi lesquels moi-même. Vous aussi. Oui. Donc vous en appelez pour qu'il censure, pour qu'il... Je souhaite, moi je l'ai dit depuis le début, je ne souhaite pas que cet accord soit mis en œuvre. En l'occurrence aujourd'hui pour la partie européenne, 90%. Non, s'il me le reprochait, il ne me rejoindrait pas. Il a pris une position qui, dans le cadre de l'exercice qui était le sien de ses responsabilités, l'a amené à obtenir. Il était assez fier d'avoir amélioré le traité. Mais il a raison. Il a raison. Et en même temps, il était très combatif pour dire le TAFTA est une très mauvaise chose. Et je salue le travail qu'il a fait dans ce domaine-là. Moi, ma position est connue sur le CETA. Je pense qu'il anticipe une génération d'accords de libre-échange. Donc, je considère qu'il tourne le dos à ce qui devrait être au cœur des discussions entre les grandes économies dans le monde. C'est-à-dire que, pour faire simple, on ne peut pas signer un accord qui est l'accord de Paris sur la COP21 et que cette dimension soit absente des accords commerciaux. C'est quand même invraisemblable qu'on fasse l'accord de Paris et qu'après on n'ait aucune dimension. Mathias Fekl, il va jouer un rôle auprès de vous ou pas? Je le souhaite et je lui ai fait des propositions. Vous le verrez dans les jours qui viennent. Non, mais il jouera un rôle important. Oui, mais il a toujours dit, il a été d'une grande clarté, Mathias, depuis le début, sur le fait qu'il soutenait ma candidature. D'un mot, votre politique économique, responsable. Vous êtes élu président, votre politique économique, c'est quoi? C'est une relance immédiate ou pas? Moi, je sors de ce débat qu'on a pu avoir d'ailleurs et qui sur est-ce qu'on fait de la relance par la consommation et l'investissement ou est-ce qu'on fait une politique de l'offre. Je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai dit, ça a parfois surpris, je ne crois plus dans le seul paradigme de la croissance du PIB. Je pense que d'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on le poursuit et 300 qu'elle ne revient pas et que même quand elle est là, la croissance du PIB, elle est distribuée très inégalitairement. Donc mes choix politiques, se reposent sur quoi? Sur le fait que l'essentiel des investissements qui seront consentis, notamment à travers le plan de 1000 milliards d'euros au niveau de l'Europe, repose sur la conversion écologique de notre économie, c'est-à-dire que je souhaite la croissance du PIB dans les domaines comme les énergies renouvelables, dans le domaine de la santé, des services à la personne. Là où France Stratégie d'ailleurs a montré qu'étaient les secteurs où il y avait des vrais gisements d'emploi. Jean Pisani-Ferry comme tel directeur. Oui, mais pour l'État. Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais en même temps on arrivait tous à la même conclusion. C'est là où il y a des gisements d'emploi. Et je souhaite fallait pas forcément être un grand clerc pour savoir qu'on avait besoin de personnes dans la santé et l'éducation. Merci à France Stratégie, mais ils ont montré le nombre d'emplois, mais bon. Alors, donc nous ferons de la relance dans ces domaines-là, mais je souhaite qu'aujourd'hui l'argent public soit mieux utilisé
Et quand on met 40 milliards sur la table sans aucune contrepartie, et qu'au bout du compte, on se rend compte que, selon les rapports, ça n'a pas permis l'augmentation des salaires, ça n'a pas créé d'emplois, ça a restauré les marges des entreprises, mais que ça fait accroître la distribution des dividendes, c'est que l'argent public, là, a été mal utilisé. On a fait une allusion à Emmanuel Macron. On reparle d'Emmanuel Macron. Frédéric Dumoulin. Oui, on voit quand même, malgré tout, il pioche dans l'électorat socialiste, pas seulement, mais il pioche aussi dans l'électorat socialiste. Donc c'est quand même un problème pour vous. Pour notamment accéder au second tour, comment vous faites pour Moi, je parle à tous les électeurs, y compris ceux qui pourraient être tentés par Emmanuel Macron, pour leur dire de quoi Macron est-il le nom. Vous pensez sincèrement que vous passerez devant Emmanuel Macron? Regardez-moi. Je pense aussi sincèrement que je passerai devant Emmanuel Macron que je le pensais devant Manuel Valls, Arnaud Montebourg et tous les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de vous? Parce que ce que je propose, c'est un futur désirable. Et je pense qu'Emmanuel Macron propose un futur qui, au bout du compte, nous propose de continuer à écrire ou à noircir la page qui est en train de se tourner. C'est un faux renouveau. C'est une page libérale qui propose 60 milliards de réduction de la dépense publique. Où les prenez-vous, ces 60 milliards? Sur la fonction publique hospitalière, on nous dit non, surtout pas moins d'infirmières et d'aides-soignantes. Quelle chance. On nous dit pas non plus sur l'éducation. Quelle chance. Pas non plus sur la police. Quelle chance. Sur les dotations aux collectivités. Mais ça veut dire que on aura moins d'associations. Il y a 4 millions de bénévoles un dimanche qui font fonctionner les associations. Eux auront moins de moyens. Ça veut dire que moins de services publics, de la petite enfance, moins d'ATSEM. Mais où prend-on cet argent? Je vais un peu plus loin. Ouais. Ce qui me frappe chez Emmanuel aujourd'hui, et je suis impatient de débattre avec lui, c'est que on peut pas être dans un livre à Paris à vanter les bienfaits de la colonisation et dans une déclaration en Algérie à dire que c'est un crime contre l'humanité. Ça n'est pas sérieux. Et je trouve que sa campagne n'est pas sérieuse. De surcroît, puisqu'il est le candidat de la transparence, je lui ai dit et je lui demande d'être un peu plus transparent sur la manière dont aujourd'hui sa campagne est financée par beaucoup de donateurs qui apparemment donnent des... c'est pas que c'est pas net, si c'est net, évidemment. Moi je ne remets pas en cause. C'est pas le problème que des riches financent la campagne d'Emmanuel Macron. C'est que à une époque où, c'est notre époque, où nous attendons des décisions fortes de la part d'un chef d'État, et celui que j'incarnerai sera indépendant de tous, secteur privé comme l'étranger. Eh bien, je trouve que la modernité dans une démocratie, c'est de démontrer que oui, nous n'avons pas parti lié avec tel ou tel intérêt privé. C'est tout simplement parce que les décisions à prendre seront difficiles. Est-ce que vous dites Fillon-Macron, c'est pareil? Non, je dis pas que Fillon-Macron c'est pareil, ils ont deux campagnes différentes, mais je trouve qu'ils noircissent la même page, celle qui est en train de se tourner, qu'ils n'ont pas compris. Mais je vais prendre un exemple. Ouais. Ce qui est très frappant, c'est finalement sur la question du travail. Souvenez-vous, on avait un peu moqué et ma taxe sur les robots et le fait que je disais, il y a une raréfaction du travail. Aujourd'hui, cette raréfaction du travail n'est plus contestée par grand monde. Quand on voit qu'Elon Musk, patron de SpaceX, vient confirmer que l'automatisation détruit des emplois, que Barack Obama fait son dernier discours pour dire la même chose pour des millions d'emplois aux États-Unis, que Bill Gates, dont on peut pas reprocher qu'il était un grand chef d'entreprise, dit pas Benoît Hamon a raison, mais dit il faut faire une taxe sur les robots pour financer nos services publics et notre protection sociale. Je suis frappé de voir que tous ces grands entrepreneurs sont sur la page à venir. Alors j'ai des reproches à leur faire, sur l'évasion fiscale pour certains, etc. Mais ils pensent le monde qui vient. Je considère qu'Emmanuel Macron et François Fillon sont arrimés à un monde, à une France et à une Europe qui est déjà dépassée. On arrive presque à la fin de l'émission, on va essayer de vous poser des questions courtes avec éventuellement des réponses courtes. Françoise Fresson. Donc Macron, l'homme du passé, et François Bayrou, est-ce qu'il compte encore dans le paysage politique français? Il incarne une sensibilité européenne, la démocratie chrétienne. La question est dans quoi s'incarne-t-elle cette sensibilité-là? Et il me semble que la démocratie chrétienne, c'est pas le nini. Ça l'a pas toujours été. En tout cas, elle avait une parole. Je ne sais pas où elle s'incarnera dans cette campagne, mais en tout cas, moi, je respecte cette sensibilité-là dans le paysage politique. Deuxième tour, on connaît votre réponse, mais Fillon-Macron, deuxième tour. Vous composez avec Macron? Fillon-Macron, deuxième tour. C'est une hypothèse. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille sur des hypothèses assez peu vraisemblables. Ouais. Donc réfléchissez plus à une hypothèse Hamon-Le Pen. Et Hamon-Le Pen, c'est vraisemblable. Hélas, d'ailleurs, pour Le Pen. Alors, non, mais oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut préparer cette élection, en tout cas, comme si Marine Le Pen pouvait gagner l'élection présidentielle. Je ne commettrai pas l'erreur des démocrates américains qui ont toujours pensé que Trump ne pourrait pas gagner. Et moi, je ne pense qu'une chose, et je le dis à tous les aventuriers de toutes sortes, qu'il faut préparer cette élection
comme si elle pouvait être présidente de la République en 2017. Ce qui implique un haut niveau de responsabilité. Et la responsabilité, c'est de propulser un projet politique puissant et de pas se contenter d'un robinet d'eau tiède. Alors on poursuit, Frédéric Dumoulin, pardon. Oui, on a Amnesty International qui sonne l'alarme sur les droits de l'homme en France en disant ils ont été mis à mal par l'état d'urgence. Vous partagez ce constat ? Ça n'est pas rien comme rapport. Mais vous partagez ou pas cette... moi j'ai déjà dit que à partir du moment où avait été faite deux lois, la loi terrorisme et la loi renseignement, qu'elles avaient confié des pouvoirs qui sont des pouvoirs beaucoup plus forts au service de renseignement, à la police, élargi le champ d'action de la justice, il était nécessaire, comme le suggère le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, d'en finir avec l'état d'urgence, ce qui ne veut pas dire baisser la vigilance à l'égard du terrorisme, mais il n'y a pas de raison que l'état d'urgence reste un état permanent, là où il n'apporte pas de plus-value par rapport à la loi désormais transformée. Non, mais est-ce que vous considérez que les droits de l'homme sont insuffisamment défendus? On a eu l'épisode quand l'état d'urgence a servi à arrêter des militants qui étaient des militants écologistes. On a vu que là, l'état d'urgence était utilisé à des fins qui ne correspondaient pas à la lutte contre le terrorisme. C'est cela qu'il faut corriger. Et en tout cas, ce que je dis, moi, comme candidat à l'élection présidentielle, si je suis président de la République, il faudra maintenir un haut niveau de vigilance et de lutte contre le terrorisme, mais il ne passe pas forcément par le maintien de l'état d'urgence au nom justement de l'état de droit. Dans l'actualité aussi, cette affaire Mehdi Mercat, qu'est-ce que vous inspire cette affaire? C'est ce jeune écrivain journaliste qui a été au Bondi Globe, aux Inrock, à France Inter, et qui est rattrapé par ses tweets homophobes, misogynes, antisémites. Que ces tweets sont absolument abominables, épouvantables, et ce qui me frappe, c'est la façon dont la parole s'est déverrouillée sur toutes ces questions-là. La façon dont on peut dire désormais non pas seulement n'importe quoi, mais blesser, humilier, frapper les gens de sidération par la violence de ce qu'on porte, même à l'abri d'une identité fictive. Alors, vous, candidat, qu'est-ce que vous faites pour éviter ça? Est-ce que c'est possible d'endiguer ça? C'est très compliqué. Est-ce que ça passe par la laïcité? Évidemment, mais la laïcité... Puisque vous savez qu'on vous a reproché cette déclaration, la laïcité se transforme en glaive contre les musulmans. Je sais pas qui me le reproche, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui utilisent la laïcité comme un glaive contre les musulmans. Marine Le Pen en tête. C'est quand même extraordinaire que l'extrême droite, qui a combattu la loi de 1905, dise vive la loi de 1905. Personne n'y croit. Ce que moi je dis, je répète, c'est que dans la loi de 1905, j'ai une formule, on me l'a reproché là encore, c'est que elle protège aussi bien, et elle doit protéger aussi bien la jeune fille qui veut se promener en short, là où on voudrait le lui interdire, que celle qui veut porter le foulard quand elle décide librement de le porter. C'est pas comparable. Mais non, mais évidemment que c'est pas comparable, parce qu'il y en a une qui manifeste l'appartenance à une religion et l'autre qui n'en a pas. Mais je vous rappelle que si vous connaissez la loi de 1905, il y a l'article 31. Il dit quoi l'article 31? Oui, mais justement, il précise les conditions dans lesquelles cette situation s'applique. Parce que, sans penser à la fille en short en 1905, c'est comme ça que ça s'applique. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à croire ou à se voir appliquer des règles qui relèvent d'un dogme religieux. Et celui qui dit à une jeune femme qui se promène en short, c'est indécent et impudique, celui-là peut être condamné au nom de la loi de 1905. Mais vous ne pouvez pas, non plus dans le même souffle, dire à une personne qui librement décide de porter un signe religieux dans l'espace public, vous n'y avez pas le droit au nom du fait... C'est un point sur lequel vous êtes assez proche d'Emmanuel Macron, finalement. Sur la laïcité. Je pense que vous savez, je vais vous prendre un exemple très concret. Emmanuel Macron, il est proche de tout le monde. Et vous allez voir qu'il est proche de François Fillon, de Benoît Hamon, même de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot et je ne sais qui d'autre. Mais non, mais donc c'est formidable d'être proche de tout le monde. Mais à un moment, quand on quitte un gouvernement, on le quitte pour autre chose que convenance personnelle. Il avait l'occasion de le faire sur ce qui était, dit-il, un désaccord, comme Christiane Taubira au moment de la déchéance de nationalité. L'a-t-il fait? C'est fini. Non. Merci, c'est la fin de Question Info. Merci Benoît Hamon d'avoir répondu à notre invitation. Merci Frédéric Azida. De nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.